Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du grand format de l'actualité. Au menu de ce journal, des interrogations autour de la tuerie d'hier dans les Bamboutos à l'ouest du Cameroun. L'attaque qui a causé la mort de 9 personnes dans l'arrondissement de Galim soulève des questions quant à l'efficacité de l'exploitation du renseignement. Une nouvelle incursion des séparatistes. Le département connaît une concentration des attaques malgré les informations remontées par les comités de vigilance. À suivre aussi dans ce journal, des médicaments contre le paludisme et le rhume déconseillés en Europe sont en circulation dans les lieux de vente au Cameroun. L'Agence française de sécurité du médicament a pourtant alerté sur les effets secondaires et indésirables dus à leur consommation. Au Cameroun, ces médicaments sont toujours commercialisés sous l'indifférence du ministère de la Santé publique. Voilà pour le sommaire. Vous faites bien de vous informer sur Equinox Télévision. Merci de choisir nos antennes. L'attaque meurtrière à Baményam à l'heure du bilan, les interrogations autour de la promptitude des forces de sécurité face aux alertes des populations. Les autorités administratives annoncent l'ouverture d'une enquête. Le chef supérieur Baményam demande la mise sur pied d'une cellule de crise et d'aide aux victimes. L'autorité traditionnelle appelle son peuple à ne pas céder face aux forces obscurantistes Raphaël Tcheko, Delastiana et Kevin Thiogo. Du sang, des flammes et des larmes à Baményam après cet assaut le mardi 21 novembre d'une horde d'hommes armés présentés comme des combattants sécessionnistes. Attaque dont le bilan fait état de 9 morts, 3 maisons et une dizaine de boutiques pillées et incendiées, ainsi que des véhicules. Pour brûler comme ça, c'est la première fois. Plusieurs personnes, dont des femmes et enfants, ont été kidnappées au cours de cette incursion. Parmi eux, les employés de ce jardinier. Et ils me disent que comme je n'ai pas coopéré, ils vont amener l'enfant devant le chef. Ici, devant là-bas, ils m'ont même demandé jusqu'à la fin 500 000, je n'ai pas donné. Si devant le chef, on décide que c'est 5 millions, c'est que j'avais sorti ça, donc il va rentrer. Les témoignages sur place laissent cependant interrogateurs. La lettre, selon les populations, a été donnée plusieurs heures avant l'attaque par les membres du comité de vigilance, sans que les autorités ne prennent des mesures conséquentes. Même ce matin, afin qu'ils ne viennent, les agences de sécurité sont montées là-bas 2 fois pour les faire savoir que les gens là sont déjà prêts. Rendu sur la place de ce marché du département des Bamboutos, le préfet des Séyans et le commandant de la Légion de gendarmerie de l'Ouest prennent la mesure des dégâts. Ce carnage auquel nous venons d'assister, c'est parce qu'il faut le dire franchement, nous ne savons pas si nous avons encore affaire aux hommes, aux êtres humains, ceux-là qui réfléchissent et ceux-là qui respectent la condition humaine. 9 morts, tout simplement parce que des gens ont des revendications qui n'ont presque pas de sens. C'est déplorable, c'est inadmissible. Nous sommes venus rassurer la population. Dans un communiqué, le chef supérieur Baményam condamne les atrocités de ces forces obscurantistes. L'autorité traditionnelle demande la mise sur pied d'une cellule de crise et d'aide aux victimes, l'ouverture d'une enquête sérieuse et objective, une étroite collaboration avec l'administration, le renforcement des effectifs des forces de sécurité et un appui significatif au comité de vigilance dans cette localité névralgique qui n'est pas à sa première attaque des hommes armés venant des régions anglophones en crise depuis 2016. Tension sur la place portuaire à Kribi, le port autonome fait interpeller 3 Chinois de Sinostelcam. Le ministre des Mines était à Kribi pour tenter d'apaiser le climat entre les deux parties. Les autorités portuaires accusent l'entreprise d'empiéter sur leur espace foncier. D'autres précisions dans ce reportage de Joseph Abenabena. L'affaire faisait déjà grand bruit dans la cité balnéaire de Kribi jusqu'à l'arrivée ici du ministre des Mines. Fou Callistus Gentry arrive sur le site litigieux, ici à Lolabé, et scrute lui-même la carte foncière entre le port autonome de Kribi et son voisin Sinostil. Parce qu'il y a quelques zones de chevauchement et oui, le port de Kribi accueille tout le monde. Il accueille l'industrie, il accueille les projets de Mbalam, il accueille les projets de Grand Zambie, donc il faut l'ordre. C'est le seul projet où il y a vraiment sur les permis d'exploitation, chevauchement net entre la zone industrielle portière et les permis. Donc
c'est normal qu'il y a quelques petits désaccords. Nous sommes ici pour voir. Le port autonome de Kribi, partageant la déclaration d'utilité publique avec Sinostil, accuse ces derniers d'empiéter sur son espace foncier. Les travaux de conciliation ont suivi dans la salle, aboutissant à une signature de convention entre les deux structures sous le regard du ministre des Mines. Après cette visite de travail, nous partons de Kribi avec une très grande satisfaction et des annonces très importantes. Pour commencer, on ne parle plus de démarrage effectif du projet minier seulement, mais on annonce les dates de première exploitation de fer. Le ministre des Mines saisit cette occasion de la visite pour se rendre compte du niveau des préparatifs et le respect des délais d'exploitation du fer dans le gisement de fer de Mavungu, arrondissement de Bipindi, et celui de Montmamel, exploité justement par Sinostil, situé entre Campo et Kribi 1er. Et la grève des enseignants s'invite à la présidence de la République. Ce mercredi, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique a été reçu par les collaborateurs du secrétaire général de cette institution. Cependant, la rencontre n'a pas fait bouger les lignes du côté du gouvernement qui a resté à l'étape des promesses. Élisée Bogba, Ben Christy Modio. Le bras de fer entre les syndicats des enseignants et le gouvernement se poursuit. Une nouvelle concertation a eu lieu entre le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique SECA et des collaborateurs du secrétaire général de la présidence de la République. Ce qui nous a été donné par ce conseiller technique, c'est qu'il a demandé que les enseignants soient patients. En deuxième point, il a dit que le président de la République allait satisfaire les enseignants à travers le statut spécial qui devra être discuté au Forum national de l'éducation. Une rencontre qui laisse entrevoir un immobilisme puisque la tenue du Forum national de l'éducation en est encore à la phase préparatoire. Les travaux ont été envoyés au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence, on nous a dit que oui, les travaux sont sur la table du chef de l'État. Il y a d'autres travaux qui vont se passer au niveau du MINSUP qu'on attend. Ce syndicat émet de l'ordre des réserves sur sa participation à ces assises. Nous serons prêts à participer au Forum national de l'éducation si nous étions très clairement rassurés que le statut spécial de l'enseignant serait étudié et que le président de la République signerait et appliquerait ce statut spécial-là. Cette nouvelle concertation entre les syndicats et le gouvernement intervient au lendemain de la sortie du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, annonçant pour l'exercice 2024 la mobilisation de 96 milliards de francs CFA pour la dette des enseignants. Des paiements qui auront lieu jusqu'au mois d'octobre, contrairement aux réclamations des enseignants. L'adoption du nouveau code minier du Cameroun par une minorité des députés et dans un hémicycle désert suscite une polémique qui remet en cause la qualité de cette loi. Compte rendu de Joël Essengue et Guizogo. À peine adoptée et déjà soumise au feu nourri des critiques, la nouvelle loi portant code minier au Cameroun est loin de faire l'unanimité. Parmi les griefs soulevés à son encontre, il y a en premier les conditions de son adoption. C'est dans un hémicycle quasiment vide que les débats se sont déroulés. Pour la députée PCRN, que rejoint l'activiste Timba Nembomo, c'est un scandale qu'une minorité de députés ait adopté cette loi. Loin s'en faut pourtant pour le ministre des Mines, par intérim, pour qui cette loi va dans le bon sens. La loi 2016 n'avait pas pris en compte l'existence de la SONAMINE. Cette loi vient de mettre la SONAMINE au centre des affaires. La SONAMINE va faire l'achat de l'or sur l'étendue du territoire. La SONAMINE va représenter l'État non seulement pour les 10% des dividendes, mais pour le partage de production. Ce à quoi l'on retorque parmi les députés qu'il s'agit plutôt d'un retour en arrière. Vous essayez de nous faire rentrer en arrière pour mettre le gouvernement et la SONAMINE au cœur même de la production. Cela est tout simplement scandaleux parce que nous savons très bien que ça ne va pas marcher. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché avec d'autres entreprises publiques. Je ne vois pas pourquoi ça commencerait avec la SONAMINE demain. D'aucuns vont même plus loin en appelant au retrait de cette loi.
Le projet qui nous a été soumis, malheureusement, n'a pas non seulement intégré la volonté qui veut décentraliser notre pays, mais aussi a donné la part belle à une société d'État qui malheureusement ne représente pas l'État à l'étranger. Il est à se demander ce qu'il en sera du sort de cette loi. Si vous avez l'habitude de consommer du Fevex ou Humex pour guérir du rhume, alors sachez que ces produits, entre autres, sont fortement déconseillés en Europe, notamment par l'Agence française de sécurité du médicament, qui a alerté sur les effets secondaires et indésirables dus à la consommation de ces médicaments. Au Cameroun, ces produits sont toujours vendus en pharmacie sous l'indifférence du ministère de la Santé publique. Chosangok, Jean-Paul Mboyo. Rhino fébral, Humex ou encore Actifed jour et nuit sont des médicaments stars consommés par de nombreux Camerounais. En témoigne sa présence dans les différentes pharmacies sillonnées dans la ville de Douala. S'ils sont autant plébiscités par de nombreux malades en quête de guérison sur notre territoire, en France, l'Agence de sécurité du médicament et l'Ordre national des pharmaciens alertent sur ces produits, recommandant formellement de ne plus utiliser du tout ces traitements dits vasoconstricteurs. Dans les pharmacies camerounaises, plusieurs milliers de boîtes sont ainsi vendues chaque jour, au mépris des alertes régulières avancées ces derniers mois sur leurs effets indésirables. L'Agence du médicament français souligne que ces médicaments n'ont fait aucune différence avec un placebo, preuve de leur inefficacité dans le traitement de cas de rhume, d'écoulement nasal, de sensations de nez bouché, d'éternuement ou encore du paludisme, entre autres, alors que leur efficacité est remise en question par des exemples inquiétants d'effets secondaires graves et risques d'AVC et d'infarctus. Le silence du ministère de la Santé publique au Cameroun à ce sujet indigne l'Association des consommateurs du Cameroun, qui interpelle le ministre de la Santé publique sur cette situation. Il faudrait rassurer les populations parce que, selon cette alerte, plusieurs cas d'AVC ont été enregistrés, plusieurs cas notamment de crise cardiaque ont été enregistrés et il faut protéger les patients camerounais, raison pour laquelle on interpelle donc le ministre de la Santé publique à faire une sortie afin de nous rassurer, surtout que le Cameroun n'a pas de souveraineté thérapeutique. À près de 90%, le Cameroun dépend de l'offre étrangère en termes d'approvisionnement en médicaments. Écarter ce médicament serait donc apprendre à mieux se soigner. Face à la multitude des points critiques sur la route Douala-Boné-Poupa, le ministère des Travaux publics a entamé des réparations le long des 32 km qui séparent le PK17 au carrefour Boné-Poupa. Des engins y sont déployés depuis 2 semaines pour alléger les souffrances des riverains et autres usagers qui empruntent douloureusement ce tronçon au quotidien. Emmanuel Job, Marcelin Gansop. Au point kilométrique 32, non loin du carrefour Boné-Poupa, un engin s'attelle à en finir avec un point critique. Il y a quelques jours encore, celui-ci menaçait de couper la circulation. Bien qu'habitué à ce tronçon, ce transporteur y laisse régulièrement des plumes. Je sors de Soleil avec les plantains ici. Ça fait 3 jours, comme nous sommes en route. Calais, on avait foncé. Je sais que l'habitude, c'est le tronçon aussi qui menace beaucoup. Et apparemment, je vois les travaux avancent. Et nous sommes fiers de voir ça. Nous avons beaucoup de pannes qui coûtent cher. Peut-être tu fais même 3 tours comme ça, là tu dépends encore tout sur la voiture. Sur ce tronçon long de 33 km environ, plusieurs points critiques ont été identifiés et sont en cours de traitement. Sur financement du budget d'investissement public, du MINTP, ce sont des zones de potentielle rupture, d'où cette attention particulière accordée à cette route qui relie les départements du Nkam et du Vouri, de PK14 au carrefour Boné-Poupa. Ici, au niveau du PK32, les activités sont en cours. Nous avons purgé, c'est-à-dire que nous avons fait des débris mis en dépôt. Nous avons mené des campagnes de substitution de cet endroit avec les moellons et les 0,80. Et au-dessus, nous avons mis les 0,31,5. Maintenant, la circulation passe comme vous pouvez le constater. C'était difficile avant, maintenant ça passe. Des travaux d'urgence qui s'exécutent dans un contexte particulier, marqué par la résiliation du contrat de l'entreprise Incobat. Sa mauvaise organisation et sa défaillance ont fait perdre du temps sur ce chantier, aux grandes dames des usagers et des riverains qui ont presque perdu patience. En attendant la contractation de la nouvelle entreprise, le ministre des Travaux publics a donné des moyens pour que nous rétablissons rapidement la circulation. Nous étions ici le 31 octobre. En attendant la nouvelle entreprise, nous travaillons. Vous avez vu au PK 0 plus 200 à 0 plus 400. Nous avons fait les débris mis en dépôt et la circulation passe. La réparation des fortes dégradations est saluée par les populations, mais celles-ci attendent impatiemment la reprise et l'achèvement des travaux par une nouvelle entreprise.
Et comment comprendre le phénomène du réchauffement climatique que les Camerounais vivent actuellement? Alors que censé être en début de saison sèche, les fortes précipitations avec risque d'inondation sont encore observées dans plusieurs régions du pays. Les experts tentent de donner des réponses aux multiples questions sur ce phénomène dans ce reportage que signent François Dikoumé et Hubert Michel Kameni. Les fortes précipitations qui s'abattent dans les différentes régions du Cameroun en cette période dite de saison sèche peuvent s'expliquer suivant plusieurs facteurs. Entre la fin des pluies et le début de la saison sèche, on a souvent des pluies rancunières, que j'appelle souvent aussi des pluies orgueilleuses, qui s'abattent parce qu'elles savent que leur temps s'achève. Ces manifestations climatiques extrêmes et inhabituelles trouvent également leur source donc dans le réchauffement de la planète. Selon les spécialistes de la météorologie, l'une des raisons plausibles pour mieux comprendre ce phénomène est le réchauffement climatique. Ceci du fait des actions de l'homme contre la nature. De moins en moins, la forêt régule le climat parce que justement, elle est détruite. On a également à côté de cela le phénomène El Niño qui a également une cause importante dans ces changements climatiques. Ces pluies torrentielles avec averses sont à l'origine des inondations et d'éboulements de terrain dans les zones dites à risque, mais également ne sont pas sans conséquences sur les autres secteurs d'activité tels que l'agriculture, le transport, la santé, entre autres. Cette situation désoriente les agriculteurs qui peuvent s'abstenir d'aller semer alors que les pluies sont encore prévues dans les semaines ou les mois qui suivent. Ça a un impact sur la production, dans les récoltes. Ne pouvant pas empêcher le déroulé de ces événements, l'homme est appelé à dompter la nature en lui obéissant. Recommandation des experts. Il est important pour ce secteur d'activité de se familiariser avec notre bulletin agrométéorologique qui est utile pour une assistance agricole non seulement sécurisée mais aussi optimale. Toutefois, dans les villes côtières vulnérables aux inondations et les régions de plus en plus en proie à la sécheresse, les experts recommandent la création de micro-réseaux et d'autres systèmes énergiques capables de résister aux perturbations ainsi qu'à la conception de bâtiments en tenant compte de la montée des eaux. Et parlons à présent du recrutement de 2000 commandos pour l'année 2023. La deuxième région militaire interarmée a rassemblé les candidats des régions du littoral et du sud-ouest dans la ville de Douala. Ces jeunes candidats ont été soumis à plusieurs épreuves pour tester leur endurance, notamment la fameuse épreuve du parcours de 20 km avec charge. Finalement, 500 candidats ont été retenus. Innocent Béga, Fabrice Loumou. 5 h du matin, l'aube pointe à peine à l'horizon, aux encablures du stade de Japoma à Douala. Ici, près de 1100 jeunes âgés entre 18 et 29 ans, venus des régions du littoral et du sud-ouest, s'apprêtent à affronter les épreuves du recrutement de 2000 commandos du bataillon d'intervention rapide BI, la garde présidentielle GP et les infirmiers diplômés d'État IDE. Première étape, une course d'endurance de 20 km avec une charge de 20 kg. Peu avant 8 h, le premier candidat franchit la ligne d'arrivée située au parking de l'entrée est du stade de Japoma. Il est félicité à chaud par le gouverneur de la région du littoral. C'est un exercice qui montre une fois de plus l'option du chef de l'État de pouvoir donner la chance à tous les Camerounais sans distinction d'origine ni de race. Vous comprenez que aujourd'hui, c'est le tour du littoral. Cela a été également dans les autres régions. Après une remise en forme par l'ensemble du corps médical déployé sur le site, les candidats en lice vont poursuivre avec la deuxième épreuve sportive. Une course de 10 km, cette fois-ci sans charge. S'ensuivent alors tests psychotechniques et autres examens approfondis. Globalement, l'activité est conforme à la planification initiale qui consiste, après la réception des dossiers des différents candidats, nous avons procédé à l'identification de ces candidats qui ont été soumis à une visite médicale. À l'issue de cette visite médicale, les candidats ont été sélectionnés pour l'épreuve sportive. C'est cette épreuve sportive que nous avons effectuée ce matin. Au terme de 2 jours intenses, environ 500 candidats, dont près de 300 retenus dans le littoral et 200 dans le sud-ouest, vont poursuivre leur chemin vers l'appartenance aux 2000 commandos qui doivent intégrer le BIR, la GP et les IDE en 2023. Ces aspirants commandos et bien d'autres venus d'autres régions du pays connaîtront leur sort au soir du 2 décembre prochain.
Entre Israël et le Hamas, un accord sur la libération d'otages a été approuvé par le gouvernement israélien. Une cinquantaine d'otages devraient être libérés en échange des prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. Précision avec Pierre Laverdiou-Mbang. Le gouvernement a approuvé les grandes lignes de la première étape d'un accord selon lequel au moins 50 personnes enlevées, des femmes et des enfants seront libérées pendant 4 jours au cours desquels il y aura une accalmie dans les combats. L'armée israélienne maintiendra ses positions pendant le cessez-le-feu. Pour les analystes, ces accords de cessez-le-feu pendant 4 jours sont déjà une avancée. C'est déjà une bonne nouvelle de savoir que des personnes seront libérées, une cinquantaine et particulièrement de femmes et des enfants d'ici à demain. 30 enfants, 8 mères et 12 autres femmes seraient libérées dans le cadre de l'accord d'otages. Parmi eux figurent 3 ressortissantes américaines, dont une enfant de 3 ans, a indiqué mardi un haut responsable de la Maison-Blanche. 6 hôpitaux en Israël sont prêts à accueillir les otages. Au total, environ 240 personnes ont été enlevées lors de l'attaque sanglante lancée par le Hamas, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza contre Israël le 7 octobre. Nous pensons qu'ils sont arrivés à des points d'accord sur la situation en cours en Palestine et Israël. Je pense qu'il serait mieux que l'on aboutisse à un accord sur 2 États où chacun pourra vivre en paix. A two-state pathway so that Palestine can live peacefully side by side. Israel in that land, I think we see no future. Nous ne voyons pas de futur dans cette partie du monde où la violence est continue, de génération en génération. Ce sont tous les enfants de Dieu. Il n'est donc pas incompréhensible qu'ils se tuent les uns et les autres. Les services du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont annoncé dans un communiqué que 50 femmes et enfants seraient libérés pendant 4 jours au cours desquels les combats seront interrompus. Et selon les analystes, derrière ces accords, il y a un fort enjeu de politique intérieure en Israël. Le Premier ministre ne peut pas laisser penser qu'il cède au terrain pour la récupération de ses otages. Benjamin Netanyahu doit en effet composer avec le poids de l'extrême droite et l'accumulation des critiques sur sa politique sécuritaire. Le gouvernement parle donc d'accalmie dans les combats en Israël. Dans le reste de l'actualité internationale, au moins 30 jeunes ont perdu la vie dans une bousculade lors d'une opération de recrutement de l'armée au Congo-Brazzaville. Et au Burkina Faso, Guillaume Soro a été reçu mardi à Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré. Au Tchad, le chef de la transition tchadienne, Mahamat Idriss Déby, a officiellement rencontré son principal opposant, Success Masra, à la présidence. La mouture internationale est signée Nadine Guafo et Claude Jessia. Au Congo-Brazzaville, au moins 31 jeunes ont trouvé la mort dans la nuit du 20 novembre 2023 dans une bousculade lors d'une opération de recrutement de l'armée dans la capitale Brazzaville. Le drame s'est produit après 23 heures au stade Michel Ornano, au cœur de la ville. La foule qui s'était empressée devant le portail, et puis les gens étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas tous rentrer, et puis les autres sont tombés et puis les autres marchaient sur les autres. Plus de 145 blessés ont été conduits au CHU et à l'hôpital militaire. En attendant les résultats de l'enquête qui a été ouverte par le procureur de la République, le recrutement a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Guillaume Soro, l'ex-patron de la rébellion ivoirienne, a rencontré le chef de la junte au Burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, au palais de Kossiam. Prenant la parole, Guillaume Soro a félicité le Burkina Faso et ses dirigeants pour le combat contre le terrorisme. Félicitations et mes admirations au gouvernement et au peuple du Burkina Faso. Vous avez mené un combat intense, important contre le terrorisme dans votre pays. Rappelons qu'un mandat d'arrêt avait été lancé en 2016 par la justice militaire burkinabé à son encontre dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État raté de 2015 après la chute du président Blaise Compaoré. Ce mandat avait ensuite été annulé par voie diplomatique. Au Tchad, le chef de la transition tchadienne Mahamat Idriss Déby a officiellement rencontré son principal opposant Success Masra pour la première fois depuis le retour au pays de celui-ci le 3 novembre dernier. Nous sommes venus pour dire notre disponibilité en tant que transformateur à mettre sur la table les solutions qui aideront à résoudre les questions que les Tchadiens se posent. Le président de transition Mahamat Idriss Déby a accueilli favorablement cet appel à la réconciliation nationale et a exprimé sa volonté de travailler avec tous les acteurs politiques.
Deuxième édition la plus titrée d'Afrique avec 5 CAN remportés derrière l'Égypte. Le Cameroun a su imprimer sa marque dans cette compétition. Pas moins de 5 footballeurs camerounais, parmi lesquels des défenseurs, ont reçu chacun le trophée de meilleur joueur au terme d'une édition de la CAN. Emmanuel Job, Ike Cyril nous propose un autre numéro de chemin de CAN. Regardons. Ce programme vous est offert par Razel. Live the moment. Un but inscrit à 5 minutes du coup de sifflet final et qui change le cours de l'histoire. Le but de Mohamed Nagui, alias Guedo, à la 85e minute de la finale Égypte-Ghana, offre le trophée de la CAN 2010 à l'Égypte, vainqueur 1-0. Guedo termine la CAN 2010 comme il avait commencé, en marquant un but. À la première journée des matchs de poule dans le groupe C, l'Égypte domine le Nigeria 3-1. D'une frappe sèche des 20 mètres au ras du sol, Guedo inscrit le 3e but égyptien à la 87e minute. Deuxième journée, comme s'il s'agissait d'un signe des temps, c'est encore à la 87e minute que Guedo inscrit son but. Kane, contre son camp, avait ouvert la marque à la 47e minute. L'Égypte bat le Mozambique 2-0. Troisième journée contre le Bénin. Guedo ne marque pas, mais l'Égypte s'impose 2-0 et valide le sans faute à l'issue du premier tour. Au second tour, quart de finale notamment contre le Cameroun, les deux équipes se tiennent, un but partout à la fin des 90 minutes. Dès le début des prolongations, grosse boulette de Jérémy Njitap qui fait une passe en retrait à Idriss Carlos Kameni. En véritable renard des surfaces, Guedo intercepte et marque. Ce but libère complètement l'Égypte qui l'emporte finalement 3-1. Demi-finale le 28 janvier 2010, match particulièrement tendu contre l'Algérie. Rabo ouvre le score sur pénalty à la 28e minute. Zidane inscrit le deuxième but égyptien à la 65e minute. Abdel Chafi marque pour l'Égypte encore à la 81e minute. L'on croit alors la messe définitivement dite. Mais comme il est quasi inimaginable un match sans but de Guedo à cette CAN, le prodige égyptien s'invite lui aussi à la fête. Son but à la 94e minute cloue l'Algérie une bonne fois pour toutes 4-0. En finale, Guedo inscrit l'unique but contre le Ghana et porte son total à 5. Mis à part le match de la 3e journée contre le Bénin en phase de poule, l'attaquant égyptien inscrit un but à chaque match dans cette CAN. Avec 5 réalisations, Mohamed Nagui, alias Guedo, est le meilleur buteur de la CAN 2010 en Angola. Ce programme vous a été présenté par Razel. Live the moment. Et voilà qui met fin à ce grand format de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Equinox ce soir depuis Yaoundé, avec ses jalons autour et ses invités depuis Yaoundé. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonne nuit à ceux qui nous regardent depuis Bojongo à Douala. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. C'est le temps du débrief, madame, monsieur, toujours en compagnie de nos invités, Sarzemi Bikoy, Fadimatou Babé, Maurice Kemon et Renaud. Renaud, voilà, justement, on parlait de cette situation qui, on va dire, commence à inquiéter que le personnel de l'État choisisse, au regard de ce qu'il a comme avantage, choisisse lui aussi de partir comme je l'ai dit en introduction, ceux-là qui n'avaient pas forcément une assise matérielle, que des gens qui sont payés tous les mois choisissent ce chemin-là. Cette immigration, on va dire, choisie. Parce qu'il faut faire le distinguo, l'immigration clandestine et cette immigration-là qui est plutôt choisie. Dans les droits fondamentaux de la personne humaine, il y a le droit et la liberté de se mouvoir. Donc un individu a le droit d'aller où il veut, là où il va se sentir à l'aise.
n'en déplaise à ce que Fadima tout disait. Et elle qui est une femme est mieux placée pour savoir que on ne peut pas retenir une femme contre son gré dans un foyer. Si elle décide de partir, peu importe ce que vous ferez, elle partira. Donc... vous êtes marié? Oui, même les femmes abandonnent les mariages, tout comme les hommes, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne peut pas retenir un individu qui veut partir, vous voyez. Quand j'ai dit ça, autre chose que je veux d'abord lever, l'État, notre pays n'est pas pauvre. Il y a, je regardais tout à l'heure sur la toile, un travail fait par l'intelligence artificielle sur les pays. Ils ont fait un classement des 10 pays les plus riches au monde, en étudiant leur sol et leur sous-sol. Le Cameroun est 9e. Donc, ça veut dire que si on pouvait maîtriser notre corruption et avoir un bon management de nos ressources... Pardon? RDC en tête? RDC en tête, vous avez vu le classement. La RDC est le pays le plus riche de la planète. Le Cameroun en termes de ressources naturelles. Donc, le Cameroun est 9e. Donc, nous ne sommes pas dans un pays si pauvre que ça. Et l'État camerounais n'est pas pauvre. L'État a juste un problème de la répartition de ses richesses. Je vais vous prendre un exemple, que l'on comprenne bien. Une cellule dans une administration publique peut avoir un budget de 50 millions avec 3 cadres nommés. Le chef de cellule et ses 2 chargés d'études. 50 millions. Qu'est-ce qui va se passer? Le chef de cellule s'assoit sur les 50 millions, il roule carrosse avec une belle voiture, pendant que ses chargés d'études assistants croupissent dans la misère. Vous regardez ici? Non, je pouvais regarder ailleurs. Hein, donc, vous comprenez que le procès qui est souvent fait aux agents publics d'être riches, ça ne concerne que 5% des agents publics. Parce que plus de 95% survivent carrément. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'argent de l'État, les ressources de l'État sont mal réparties. Par exemple, si on avait pris sur ces 50 millions, pour essayer dans notre exemple, 25 ou 30 millions pour le fonctionnement, et que même le chef de cellule avait pris 10 millions pour lui, les deux chargés d'études se retrouvent avec 5 millions, divisé par 10, ça ferait 50 000 francs de plus dans leur salaire, et qu'ils se porteraient mieux. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il y a un problème de répartition des ressources de l'État, et c'est ça l'un des principaux problèmes qui fait en sorte que beaucoup pensent à partir, à chercher un Eldorado, ce qui est dans leur droit. Et je dois dire, pour chuter avec ce qu'a commencé à évoquer mon cher Serge Aimé Bikoy, qui a été très brillant sur la question, que nous avons connu une crise importante dans les années 86-89, vous voyez. Crise économique. Crise économique. Alors, notre pays a pris l'option de diviser les salaires dans la fonction publique en 3 par 4. Était-ce le bon choix? Non. Parce qu'on aurait pu procéder autrement. On aurait pu compresser dans la fonction publique. C'est-à-dire que déflater. On aurait pu déflater la fonction publique. On aurait pu renvoyer les gens au quartier. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Je vous explique. On aurait pu déflater la fonction publique en leur donnant des terres et des moyens pour investir dans le secteur productif. C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a déflaté la fonction publique en leur donnant des terres et de quoi aller produire. Vous voyez? On se serait retrouvé 30 ans plus tard, parce que nous sommes 30-35 ans plus tard, avec des patrons, des capitaines d'industrie. Vous voyez que notre pays serait très loin aujourd'hui. Or, qu'est-ce que nous on a fait? Nous, on a plutôt divisé les salaires par 3, par 4. Qu'est-ce qui s'est passé? La corruption s'est enracinée dans la fonction publique. C'est-à-dire que, avec son corollaire, la dépravation des mœurs, etc. Vous savez, malheureusement, il n'y a que 350 000 fonctionnaires, mais qui ont un impact réel sur au moins 10 millions de Camerounais. Hein. Il n'y a qu'à regarder la ville de Yaoundé, elle va commencer à s'illuminer dans 3-4 jours quand les fonctionnaires vont toucher les salaires. Mais parce qu'un fonctionnaire qui a un salaire de 250 000, il agit de manière directe ou indirecte sur au moins 10 personnes. Vous voyez, il a sa petite famille, il a ses frères, il a sa belle famille, etc. à charge. Pendant combien de jours?
c'est un autre débat. Mais au moins... Parce que vous dites que ça va commencer à bouger là, dans quelques jours. Bon, ça va. Maintenant, là, ça bouge du 25 au 4, vous voyez. Du 25 au 4. Oui, Yaoundé bouge véritablement. Je ne vous apprends rien. Nous sommes dans la ville. Nous allons constater dans quelques jours l'engouement qu'il y aura dans la ville de Yaoundé. Les bouchons, parce que les fonctionnaires auront reçu leur salaire. On va redémarrer les véhicules. Bien sûr, si la pénurie de carburant s'est estompée. Alors, qu'est-ce que notre État donc n'a pas été, je veux dire quoi, avant-gardiste sur ce plan-là. Alors, en 2008, après la grève de la faim, ils ont augmenté 15% du salaire brut dans les salaires chez les fonctionnaires. Et après la Covid-19, on a augmenté 5% du salaire brut. 5% du salaire brut, qu'est-ce que ça fait? Ça fait environ 5 000 francs dans certains salaires, vous voyez. Donc, pendant qu'on augmentait 5 000 francs dans le salaire des fonctionnaires, on passait le SMIC de 36 000 à 41 000, donc 5 000 francs de plus. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que notre État a fait? Pendant que vous avez votre dame de ménage à la maison, on vous ajoute 5 000 francs de salaire pour supporter le Covid-19 où tous les prix ont augmenté sur le marché et vous devez remettre les mêmes 5 000 à votre dame de ménage. Donc, du coup, en la réalité, il n'y a pas de mesures réelles et concrètes qui aient été prises par l'État pour que la population camerounaise puisse supporter l'inflation ambiante dans notre pays. Et donc, le résultat est simple. C'est-à-dire que la vie est très dure. Les prix augmentent sur le marché, les foyers, ça ne va pas. Les gens bagarrent pour l'argent de ration aujourd'hui. Je suis surpris. Au Cameroun, ça ne va vraiment pas actuellement. Okay. Il suffit de faire un tour pour le constater. Donc, l'immigration Canada ou la loterie américaine devient de manière fatale un espoir, un exutoire, un chemin pour beaucoup de Camerounais. Donc, il est important, et je chute par là, que l'État puisse réfléchir sur ce problème qui est sérieux. Le problème que vous posez est réel. Parce que moi-même qui suis assis là, si on me propose 4 millions de francs, 5 millions de francs ailleurs, moi j'y vais. Hein. Il faut vraiment qu'on soit clair. Moi j'y vais. Donc vous, c'est à partir de 4 millions. Mais c'est pour vous dire que, en fait, tout le monde tout le monde aspire à un bien-être, à un mieux-être. Donc, pour dire que si l'État ne prend pas des mesures réelles, l'État va perdre toute son intelligence au profit de nouveaux pays, de pays qui sont en train de faire une immigration très importante comme le Canada. Serge Bikoy, qu'est-ce que vous avez suivi Padi en première partie dit que l'État devrait même poursuivre ceux-là qui partent. Quelle est la solution pour, je vais peut-être utiliser le terme décourager les jeunes qui veulent partir? Qu'est-ce que l'État doit faire concrètement pour qu'on n'assiste plus à ce spectacle-là? Il y a surtout de la part de ces fonctionnaires, les fonctionnaires. Vous savez, c'est une problématique qui est vaste et profonde. Il ne suffit pas d'appliquer des solutions normatives ou dogmatiques. C'est-à-dire que lorsque j'écoute Fatima qui parle de il faut poursuivre ces fonctionnaires, donc ça ne sert à rien. Là, on est en train de vouloir s'attaquer au vent. Posons le problème de l'engagement décennal. Qu'est-ce qui devient donc finalement? Comment on gère l'engagement décennal? C'est-à-dire, vous avez été formé, vous signez, engagement décennal, vous devez travailler au moins 10 ans. Oui. Qu'est-ce que ça devient donc, le cas? Parce que lorsque vous parcourez le communiqué du ministre Nalova, il y a des gens qui n'ont même jamais bossé. Hein. Oui. Qui ont abandonné carrément. Je pense qu'il faut mener une étude suffisamment approfondie pour comprendre les trajectoires migratoires de ces différents fonctionnaires. On est au niveau des solutions, Serge Aimé. Oui. Que doit faire l'État pour arrêter la saignée? C'est l'expression qu'on utilise souvent. Que doit faire l'État? L'État, il faut repenser aujourd'hui l'État du Cameroun. Et repenser l'État, c'est un travail à long terme. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on évolue au fur et à mesure que les années s'écoulent. Il n'y a pas aujourd'hui un ensemble d'éléments en termes d'indicateurs qui sont davantage comprendre comment la démographie évolue et comment justement créer cette adéquation entre la politique publique en matière de développement et cette démographie. Le dernier recensement général de la population de l'habitat date de 2005. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Donc ça fait il y a 18 ans. Il y a un problème de fond. Parce qu'il faut le savoir. On ne peut pas adapter les politiques publiques en matière de développement sans tenir compte des éléments statistiques.
notamment en termes d'habitants, en termes du chiffre de la population. On devrait savoir le nombre de femmes, le nombre d'enfants, le nombre de jeunes, ainsi de suite. Et c'est sur la base de cela que l'on peut planifier une planification, les politiques de développement en fonction de ces chiffres-là. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, les grandes villes camerounaises sont devenues aujourd'hui des villes-marchés. C'est-à-dire que tout le monde veut habiter Douala ou Yaoundé. Pour se débrouiller. Et pour justement joindre les deux bouts, comme qui dirait, pour parler trivialement. Et là, ça pose un problème. Or, aujourd'hui, il faut adapter les politiques de développement de manière que les 10 régions camerounaises puissent justement être alimentées. Le développement, ce n'est pas seulement Douala et Yaoundé. Lorsque je vois aujourd'hui les différents acteurs urbains travailler de manière à pouvoir développer soit Yaoundé bien Douala, même si aujourd'hui on peut questionner cela, ça pose un problème. Il y a 8 autres régions qui existent. Que faire donc des autres politiques publiques en matière de développement pour justement optimiser également le développement dans les 8 autres régions? Moi je pense que le développement doit être pensé de manière globale, non pas de manière réductionniste où on va penser qu'à des grandes métropoles. Et c'est ça justement le problème. Est-ce qu'aujourd'hui on peut présenter les politiques de développement à long terme, à tel enseigne que l'on sait ce que l'on doit faire en santé, ce que l'on doit faire en matière d'emploi, ce que l'on doit faire en matière de scolarisation, ce que l'on doit faire en matière de système éducatif? C'est un vaste programme qui mérite véritablement une réflexion systématique à tel enseigne que, parce qu'aujourd'hui on parfois il y a cette structure, mais il n'y a personne, le personnel n'est pas là, tout le monde veut rester en ville. Oui, c'est ça justement le problème. Il faut aujourd'hui resocialiser par exemple des catégories. On a fait plein de reportages, les centres de santé qu'on suit dans des localités, il n'y a pas de médecin, il n'y a personne. Tout le monde veut travailler en ville. Et la question de fond, c'est de savoir comment intéresser ces populations qui existent dans les coins reculés pour rester là-bas. C'est ça le véritable, c'est ça la problématique du développement. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas que l'on se focalise sur le développement des grandes zones urbaines. Mais il y a également les zones rurales qui méritent d'être développées. Il faut également penser le développement dans ces zones-là, de manière qu'il n'y ait pas une fracture ou bien une scission entre les grandes villes et les zones rurales. Si vous lisez par exemple Jean-Marc Kella qui a publié un ensemble d'ouvrages dans ce sens, la ville en Afrique noire ou bien l'Afrique des villages, vous constaterez qu'aujourd'hui on veut davantage privilégier les zones urbaines au détriment des zones rurales. Ça pose un problème de fond. Le développement est global. Il n'est pas seulement situé à des grandes métropoles. Et ce sont les planificateurs, ce sont les sociologues, ce sont les statisticiens, ce sont les urbanistes et autres qui devaient justement travailler de manière collégiale. Et c'est l'État qui a le devoir régalien de penser à cela. Mais si au fur et à mesure que les années vont s'écouler, il n'y aura pas une pensée globale dans ce sens, on va à volo. C'est ça le véritable problème. Fatoumata, qu'est-ce que l'État fait donc pour décourager ce phénomène qui prend de l'ampleur, on va le dire comme ça, surtout pour les fonctionnaires? Serge Alain Autou, je le disais plus haut, il y a urgence d'une rationalisation du phénomène de l'immigration. Premièrement, cultiver le patriotisme. Ça manque? Je dis premièrement, cultiver le patriotisme. Ceux-là qui s'en vont, la majorité n'est pas patriote, premièrement. Non, il faut qu'on s'attende. Deuxièmement, on parle parce qu'on n'aime pas le pays. Deuxièmement, l'éducation et la sensibilisation. Il faut éduquer les populations. On ne peut pas te former, ça c'est faire preuve même de malhonnêteté. C'est pas qu'on veut le meilleur ailleurs, non. Il y a des conditions pour aller normalement. Mais là, on se retrouve dans un cadre qui n'est pas normal. Et c'est là le problème. Je dis pas normal, pourquoi? Parce que vous êtes agent de la fonction publique. Vous n'avez pas travaillé. On vous a formé. Vous partez. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, il faut éduquer et sensibiliser ces fonctionnaires. L'engagement des... Permettez une minute. J'ai reçu un message là. Un ami me fait savoir que parmi les 25 000, près de la moitié est abandonné. Je n'ai pas fait des statistiques. Je ne peux pas me mettre à donner des chiffres. Voilà. Donc, je n'ai pas fait de statistiques, mais toujours on va vérifier. Toujours est-il que si tous les ministères essayaient de faire un Prenez ce cas, c'est-à-dire des gens qui ont rêvé travailler dans la fonction publique, on a vu des rangs, les gens se bousculer pour déposer leur dossier. Quelques années après, tout le monde s'en va. Mais c'est normal si on recherche le gain facile. Pourquoi vous voulez qu'on mâche nos mots? Pourquoi vous voulez qu'on parle? C'est pas l'église où je vais dire amen à ce que vous dites. J'ai dit il faut la mise en place d'un contrôle
préventif. Lorsque vous allez pour faire les concours dans la fonction publique, vous allez signer des engagements. L'État doit renforcer son dispositif réglementaire. Pour respecter l'engagement du Sénat. Voilà, pour pouvoir respecter l'engagement des Sénats. Mais c'est clair, sinon vous n'allez pas dans la fonction publique. Beaucoup d'enfants sont là, après le bac, là, ils attendent aussi entrer dans la fonction publique. Ils sont nombreux. Quand on lance un concours, il faut voir combien se présentent. Donc vous n'êtes pas les seuls. Donc si vous ne voulez pas travailler dans la fonction publique, il y a plusieurs alternatives. Mais si vous avez fait le choix de travailler dans la fonction publique, alors vous allez vous soumettre aux exigences de la fonction publique. Nous savons tous que dans la fonction publique, les salaires ne sont pas aussi costauds que vous le pensez. Donc, en connaissance de cause, ces gens-là, quand ils allaient dans l'enseignement, ils savaient très bien combien ça payait. Donc, il ne faut pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils le savaient, ils savent. Troisièmement, je dis, il faut la systématisation des poursuites pénales. La systématisation des poursuites pénales. Moi, je suis à l'État. Tu me rembourses l'argent que j'ai dépensé. Pour toi, tu t'en vas. Il n'y a pas de problème. Mais si tu t'en vas avec mon argent, je te poursuis. L'INSET, c'est pas gratuit. Hein. Je dis, la systématisation, votre problème, c'est que vous voulez toujours la facilité. J'ai vu quelqu'un balbutier ici parce qu'on lui a demandé les solutions. Qu'est-ce que l'État doit faire? Au lieu de dire, parce qu'il sait que tout ce que l'État a à faire, c'est de sanctionner, il refuse de dire le mot sanction. Il préfère plutôt dire, non, il faut réformer, on ne va pas passer le temps à réformer. On a déjà tellement de réformes étatiques ici, dans notre pays. Vous avez dit quelque part que les Camerounais sont les plus intelligents de l'Afrique francophone. Ce n'est pas ces règles, ce n'est pas ces programmes-là qui nous manquent. Les programmes sont déjà là. Je dis systématisation des poursuites pénales et signer des conventions avec ces pays qui les accueillent. C'est très très important. Il faudrait que le système Interpol là s'intéresse particulièrement à ces fonctionnaires qui s'y prêtent à ce jeu. Donc, mais quelque chose, si tu as pris ce qui n'est pas à toi, ça veut dire que tu es... Mais le fait d'être formé par l'État, le fait d'être, nous remboursons tout simplement, c'est pas que c'est la gratuité, non, il y a une contrepartie. L'État te paye et tu viens travailler, c'est ça la contrepartie. Vous n'allez pas me dire que si aujourd'hui je décide partir comme ça, ou bien je ne travaille... Tu arrêtes de le payer. Je vais prendre un exemple simple. J'arrête de travailler, donc je ne vais pas au bureau, je suis là comme ça. Et puis, quand on annonce les salaires, je viens toucher mon salaire. J'attends peut-être qu'on va dire, ok, les primes sont déjà positionnées, je vais toucher mes primes. Vous allez trouver ça normal? Vous allez dire, oh, le RDPC. Non. Vous allez dire, oh, le RDPC. Oh, ceci, c'est là. Moi, aujourd'hui, même malade, je vais travailler. Et ce monsieur, il peut témoigner. Même malade, je vais au bureau travailler. Donc, ce monsieur peut témoigner. C'est pour vous dire que je suis dans un service où je suis tenu d'être là tout le temps. Parfois, je ne prends même pas de congés. Pas parce que je ne veux pas, parce que j'ai le souci de rendre service. On me paye pour ça. Et donc, je dois travailler l'éthique, la morale de la fonction publique. Ça, on me l'a enseigné et j'essaye de mettre cela en pratique. Je ne vois pas, c'est pas parce que j'ai un gros salaire. Je suis aussi parmi ceux qui... On doit certes en parler, mais bon, mais je travaille d'abord. Je fais ma part. Maintenant, je souhaite que l'État revalorise encore les salaires. Ouais. Parce que quand nous travaillons, nous tous, nous avons besoin d'un bien-être. Alors, si l'État pouvait aussi revaloriser encore les salaires, ce serait intéressant pour ces fonctionnaires qui voudraient rester. Parce que, comme je le disais, la solution, ce n'est pas toujours de partir. La solution, c'est d'être utile à son pays. Pourquoi ils sont là? Ils peuvent aussi partir. Mais vous tous là, vous pouvez partir, mais vous êtes là. Parce que vous voudrez être utile pour votre pays. Parce que vous savez que vous avez un rôle important à jouer dans ce pays. Le développement du Cameroun se fera avec nous. Attendez, vous avez su, il a dit que si on lui donne, il part.
Je vous ai dit tantôt que la recherche du gain facile. Quel gain? Pourquoi gain facile? C'est en fonction de ses compétences. C'est en fonction de ses compétences. Non, vous comprenez tout le développement qu'il a eu plus haut. Ok. Voilà, Maurice, vous proposez quoi? Qu'est-ce que l'État doit faire pour... On ne peut pas endiguer le phénomène, mais il faut quand même limiter, parce que ça prend des proportions véritablement inquiétantes. Mais écoutez, avant d'y répondre à votre question, Serge Alain, bon, c'est vrai que je connais Mme Mbappé, moi je ne refuse pas. Vous savez, dans le cadre du travail qui est mien, il m'arrive d'aller dans son bureau et elle fait son travail de manière professionnelle. C'est tout ce qu'on demande aux fonctionnaires, sans corruption, etc. Mais sauf que on pourrait dire qu'elle est une bonne graine dans un sac pourri, ou un peu. Donc c'est ça le problème. Et en passant, quand on parle des fonctionnaires, là, ça me rappelle quand même qu'il y a 3 ou 4 ans, là, il y a les 2 enfants du chef de l'État qui avaient fait le concours de l'ENAM. Ils ont eu ce concours-là, je pense qu'ils ont été formés et donc ils ont les matricules de l'État. Je voudrais demander sur votre plateau où ils travaillent justement. Parce que voilà 2 matricules donc on a donné comme ça. Et puis on a deux bon, je crois c'est pas Frandia, c'est Junior et puis Brenda. Donc Fadi doit nous dire là où les 2 là travaillent. Vous comprenez? Parce qu'ils ont fini leur formation. Ils ont fini leur formation, ils ne travaillent pas. Donc vous comprenez que si on peut donner 2 matricules comme ça à des gens qui ne travaillent pas, il faut également dénoncer ça. Vous comprenez? Et puis ça me fait quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et vous comprenez que à cet effet-là, l'égalité, on peut quand même corroborer le fait que l'égalité entre tous les êtres humains de la Terre, c'est un beau rêve utopique. Parce que ce n'est pas tout à nous, ce n'est pas toute oreille percée que l'on accroche des anneaux d'or. Vous comprenez un peu. Et puis, vous voyez avec quelle difficulté Madame Fadi défend ce régime. Parce qu'en réalité, moi j'aime souvent le dire, les politiciens sont comme les couches de bébé. Il faut les changer régulièrement pour les mêmes raisons. Le système de M. Biapol s'apparente un peu aux couches de bébé où le bébé a fait popo dessus. Il faut le changer. Vous comprenez un peu, c'est difficile de défendre ce régime. J'ai des amis du RDPC qui quand on sort souvent des plateaux, ils me disent, gars, même nos pères la dérangent quand même. Parce qu'ils font des choses que vous n'arrivez pas à pouvoir les défendre sur un plateau. Maintenant, vous parliez des solutions. Je pense qu'il y a 2 solutions seulement. Peut-être la première un peu très loin de nous parce que ça demande une concertation. La première, et vous allez voir, c'est qu'il faut battre monnaie. Première chose, vous allez comprendre pourquoi. Il faut battre monnaie. On ne peut plus être dans un pays, et ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est-à-dire que tout le précaré français, tous ces pays qui utilisent le franc CFA, les 6 pays de la BR, de l'Afrique centrale, les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et les Comores doivent battre monnaie. On ne peut plus continuer à produire notre monnaie en France, à Chamalières. Parce que la machine qui est posée là-bas, qui produit le franc CFA, on pose cette machine-là ici à Yaoundé, ça fait exactement le même travail parce que la machine, elle est neutre. C'est vrai qu'il y a des conditionnalités. Mais la première solution, c'est celle-là. Monsieur Boto vous a dit tout à l'heure, Monsieur Boto vous a dit que le Cameroun n'était pas pauvre. Et c'est vrai, parce qu'on a un sous-sol, un sol et un sous-sol riche, immensement riche. Et la deuxième solution, donc, pour sortir de ce marasme-là économique et justement de ce problème également, c'est de transformer nos matières premières, minerais, minéralogiques, en des produits finis qui produisent ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Parce que je vais vous prendre un exemple simple. Monsieur Serge, quand le français, quand l'industriel français prend son bateau, vient au Cameroun ou dans n'importe quel pays d'Afrique pour acheter les fèves de cacao, les grains de cacao séchés là, ou de café, etc. Quand il vient avec le bateau, il y a les coûts de transport. Il va assurer ce bateau-là contre les pirates de mer. Il vient ici à Yaoundé. Il va acheter le café, il va retransporter, ça va en France. Il va payer les taxes à l'État pour dédouaner, à l'État français pour dédouaner. Ça va aller à l'usine. Qui travaille dans ces usines? On va écraser ce café-là.
Et puis ça sort de là, on ajoute d'autres matières dessus, on a le produit fini. Il faut mettre dans des sacheries. Qui travaillent dans ces sacheries? Ce sont des Français. Jusqu'à ce qu'on a le produit fini, c'est-à-dire la poudre de café déjà transformée, que nos supermarchés ici vendent, la poudre de café. Et quand vous interrogez le barman français, quand tu as acheté 1 kg de café, combien, quand tu sers le café, combien de grammes tu mets dans une tasse? Quand il a pris 1 kg, il met en moyenne 10 grammes dans une tasse de café. Ça veut dire que quand il a vendu, c'est 1 kg, il a vendu 100 tasses. Et il vend la tasse moyennement à 2 euros. 2 euros. Ça veut dire qu'après avoir vendu les 1 kg, il a récolté 200 euros. Donc presque 130 000 francs CFA. Or, je vous rappelle que l'industriel est venu acheter aux paysans ce café, le kilogramme, à 500 francs. Donc nous sommes dans un commerce nord-sud, on vient acheter à 500 francs pour aller transformer et vendre le produit fini à 130 000. Donc j'enlève mes verres pour dire au régime de Yaoundé que la solution c'est celle-là. Il faut qu'on transforme nos matières premières parce que en le faisant, sur toutes ces chaînes économiques-là, on crée de l'emploi et les gens ne vont plus se volatiliser ou vouloir partir du pays. Vous comprenez un peu? Parce que sur toute la chaîne-là que je vous ai citée, il y a les assurances qui interviennent. Il y a les usines qui ont écrasé. Les gens y travaillent, ont des salaires. Ça va dans des sacheries. Dans ces sacheries, il y a des gens qui travaillent jusqu'à poser au supermarché. Donc, ici chez nous, on vient prendre nos matières premières à prix de zéro et on peut le transformer pour avoir 130 000. Et si le Cameroun donc, peut transformer sa matière première ici, je ne parle pas seulement du café et du cacao, je vous rassure, monsieur Serge Aleto, je vous rassure, le Cameroun peut rembourser sa dette interne et externe 3 fois. Le Cameroun peut travailler pendant 2 ans sans rien faire. Et c'est valable donc pour le café, pour le cacao et toutes les autres matières premières. Donc, les 2 solutions, c'est celle-là. Battre monnaie, transformer nos matières premières. Voilà, Renaud Iboto, des solutions pour vous, c'est quoi? Que doit faire l'État pour face à ce phénomène? Oui, j'achète complètement les solutions de Maurice et je pense que justement, ce sont des pistes, hein, c'est-à-dire qu'au moins si on ne peut pas transformer totalement localement, au moins qu'on respecte la loi. Parce que la loi prévoit justement que les billes de bois, les grumes ne sortent plus sans au moins la première, la deuxième, la troisième, la quatrième transformation. Parce que si on le fait, on crée de l'emploi et les jeunes n'auront pas envie de partir. Dans la fonction publique, il faut tout au moins harmoniser les salaires si on ne peut pas les augmenter. Parce que nous sommes en train de, bientôt nous allons subir une nouvelle augmentation du prix du carburant. Donc, il faudrait que l'État trouve des mesures adéquates justement pour que le pouvoir d'achat puisse augmenter. Vous voyez, il y a des gens qui ont trompé l'État. L'expert de l'État en matière de commerce trompe l'État. Parce qu'ils vont croire à l'État qu'on peut faire une politique des prix. Alors qu'on ne fait pas la politique des prix, on ne peut pas agir sur les prix. Les prix se stabilisent tout seuls dans le marché. On fait la politique du pouvoir d'achat. Ça veut dire que si le kilogramme de poisson est passé, je ne sais pas moi, à 1300, je ne sais pas combien ça coûte, parce que moi je ne fais pas le marché malheureusement. Donc il faudrait que l'on se rassure que le pouvoir d'achat permette justement à ce qu'on puisse acheter ce poisson à ce prix-là. Il faudrait que le pouvoir d'achat puisse le permettre. Et je voudrais terminer en disant à madame quand même que la formation des enseignants à l'INSED n'est pas gratuite. Pour nous qui avons déjà eu à payer la formation de certains enseignants, une année vous revient au moins à 1 500 000. Quand vous avez pris la pension, vous avez pris la nutrition, les transports, etc., les chambres, vous êtes à plus d'1 500 000 par an. Donc, pour vous dire que ce n'est pas gratuit, ce n'est toutes les insectes de Douala, etc. Ce n'est pas gratuit. Donc, eux également, ils dépensent quelque chose. Et vous dites que c'est 1 million 500. Et vous savez que pour entrer, vous savez comment faire pour entrer dans les grandes écoles. Et vous dites que la pension, c'est 1 500 000. Non, c'est pas voilà, il faut dire la vérité, Jean. Le coût d'un enfant, si la pension à l'université catholique, c'est 1 million de francs, le coût réel de cet enfant à la fin de l'année, c'est au moins 3 millions. Le coût, ça engage les parents, tout que nous bien sûr, c'est les parents qui subissent, non? Et puis, l'enfant ne va pas aller rester dehors pour fréquenter. Là, c'est maintenant. On est en train de parler de la part de l'État. Ils ne pourront pas rembourser cela. Ou bien ils remboursent, ils s'en vont. La part de l'État, c'est quoi? Moi, je termine. La part de l'État, c'est quoi? La formation à l'école normale, de ce que nous savons, peut coûter environ 125 à 175 000 francs l'année.
Normalement, cette formation devrait coûter plus cher. Ça veut dire, normalement, si vous me laissez terminer ma phrase, cette formation devrait coûter plus cher. Donc, si elle devrait coûter 500 000, l'État supporte juste les 350 000 francs qui sont de surplus. Mais les parents que nous sommes payons pour ces formations-là à plus d'1 500 000, voire 2 millions l'année. Voyez? Donc maintenant, quand vous savez comment on fait pour entrer, à l'ENAM, vous savez comment on fait pour entrer? Vous voulez que je vous le dise? Vous savez comment on fait pour entrer à l'ENSET? Donc les familles se cotisent pour ça. Voyez? Après, l'enfant estime que on a dépensé, les familles estiment qu'ils ont dépensé 10 millions pour entrer quelque part, 3 500 000 pour entrer ailleurs. Mais après, l'enfant touche à peine 200 000, vous voyez, il vivote là. Ben, quand on se rend compte que c'est un enfant qui est brillant, on a tout fait de l'envoyer à l'étranger pour aller ramener un peu plus d'argent. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il faudrait que l'État rende la fonction publique plus attractive. C'est-à-dire qu'on puisse voir clair dans les actes de carrière, que ça puisse être fluide, le CJPS puisse rendre les actes de carrière plus accessibles. C'est-à-dire que comment comprendre qu'on sait qu'un enseignant dans 2 ans doit augmenter de tel montant. Pourquoi ce n'est pas automatique dans certaines administrations, comme au Minisec, ce n'est pas automatique, vous voyez. Donc ils ont raison souvent de se plaindre. Il faudrait qu'on sache que bon, à partir de tel nombre d'années, tu passes de simple enseignant à suivant général, suivant censeur, proviseur. Ça doit être clair, les canaux doivent être connus. Vous voyez, il faut un profil de carrière, vous voyez. Tant que tout ça, ce n'est pas clair, les gens vont continuer toujours à vouloir aller ailleurs. Et surtout, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut augmenter les salaires. Vraiment, il faut augmenter les salaires. Non seulement les salaires dans la fonction publique, mais les salaires dans le privé. Parce que, et même, c'est même pire dans le privé, il faut sécuriser l'emploi. L'emploi n'est pas sécurisé dans le privé. On paye un master 2 à 50 000, on paye un autre master 2 à 700 000. Il n'y a aucune règle qui détermine le fait qu'on va vous dire que nous sommes dans un État libéral où, voilà, chacun est libre de négocier son contrat et son salaire. Non! Un État qui veut être émergent doit être interventionniste. Vous voyez, il a parlé, tout ce qu'il disait tout à l'heure, c'est l'interventionnisme de l'État en matière économique, en matière de l'emploi, en matière, etc. On ne peut pas avoir un État qui pratique le libéralisme au XXIe siècle et penser qu'on peut être émergent. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on ait un État qui soit plus proactif. Et puis, je crois que les Camerounais, qui, contrairement à ce que vous avez dit sur ce plateau, les Camerounais sont extrêmement jaloux de leur pays, de leur patrie. Vous voyez, il suffit de voir qu'un Camerounais soit attaqué sur la toile, vous allez voir les réactions. On a eu le cas la semaine passée avec un de nos footballeurs qui a été attaqué, enfin qui... Non, mais nous parlons des Camerounais. Les Camerounais qui vont à l'étranger. Les Camerounais aiment leur pays. Mais c'est le pays qui doit leur renforcer cet amour pour leur patrie. Si vous n'arrivez pas à vous soigner, à manger dans votre pays, à faire un enfant, vous n'arrivez pas parce que vous n'avez pas les moyens de payer une césarienne. Parce que maintenant, systématiquement, quand les femmes vont à l'hôpital, on les ouvre comme des boîtes de sardines. Ben, si vous n'arrivez pas à faire tout ça, qu'est-ce que vous pensez? Vous allez aimer votre pays comment? Malgré tout l'amour que vous pouvez porter à votre pays, vous allez partir avec un pincement de cœur vers l'étranger. Je vous rassure, madame, nous, on n'a jamais voulu partir de ce pays, mais on sera bien obligé. Si on me donne un salaire attrayant dans ce pays, parce que je le mérite, j'ai fait des études comme vous, si on me donne un salaire attrayant dans ce pays, ben, je vais faire quoi ailleurs? Merci. Mais pour l'instant, vous êtes là. Oui. Pourquoi vous ne partez pas? Il t'a dit qu'il ne veut pas partir. Il n'a qu'à partir comme les autres. Il n'a qu'à partir, il est là, donc ça veut dire qu'il est plus rationnel que les autres. Si demain il s'en va, que direz-vous, madame? Demain est un autre jour. Ah. Merci, Fatima, d'être venu. Merci. Hein. Je vous en prie, c'est Jalais. Merci, Maurice. Merci, alors, on a suivi votre développement. Là. Ah, merci. Ça, il faut... Ouais. Merci. Vous dites que vous avez acheté le raisonnement de... complètement. Quand il enlève ses lunettes, il raisonne très bien. Voilà. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qu'il en soit. On se retrouve demain à partir de 19h. Bonsoir. Bafoussa.